La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Bonsoir Lomé, bonsoir l'Afrique, bienvenue dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et la Voix du Peuple sur Radio à volonté. Nous sommes au Togo. Depuis son arrivée à la présidence en 2005, c'est la toute première fois que Faure Gnassingbé viole l'article 52 de la Constitution togolaise en faisant tenir les élections législatives au-delà du calendrier constitutionnel. Quelles en sont les causes et conséquences? Commentaire et analyse avec deux invités en ligne depuis Lomé et depuis le Canada. Merci de votre résistance sur le www.canalk.ch et sur radioavolonté.com. Radio Avou l'été, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K et sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance africaine et togolaise. Retard dans l'organisation des élections législatives au Togo. Quelles en sont les causes et conséquences? Nous en parlons avec nos invités. D'abord, on accueille en ligne depuis Lomé au Togo, professeur Komi Olu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Bonsoir aux auditrices et bonsoir aux auditeurs. Vous êtes secrétaire national du... Tout à fait. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité. Vous êtes secrétaire national du PSC, Pacte national pour le renouveau. On accueille ici même de la diaspora très loin au Canada, professeur Aimé Tchabourou Gogué. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir professeur Olu, bonsoir aux auditrices et aux éditeurs de Canal K et de Radio Avou l'été. Professeur Aimé Tchabourou Gogué, vous êtes président de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Puisqu'il s'agit de ces élections, il s'agit du droit. Professeur Olu est également professeur de droit à l'université de Lomé. Alors rapidement, on va y aller. Lors du Conseil des ministres du 25 novembre dernier, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour pouvoir organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024, en tenant justement compte de la persistance des défis sécuritaires pour garantir à tout candidat, électeur et citoyen, la sécurité nécessaire sur toute l'étendue du territoire national. Alors, professeur Olu, pourquoi justement le gouvernement a-t-il attendu la quasi-fin du délai conditionnel avant de se pencher sur la nécessité d'organiser des élections législatives? Il est difficile de pouvoir répondre à la place du gouvernement, mais en tenant compte des dispositions constitutionnelles, il est dit que les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. Et l'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. Et donc, c'est la première partie de ce texte, article 52, alinéa 2. Les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. Mais je crois que en organisant les élections dans les délais indiqués, c'est-à-dire qu'avant la fin du trimestre de l'année 2024, certainement que nous l'organisons donc au-delà de délai constitutionnel, c'est-à-dire en dehors des 30 jours qui précèdent l'expiration du mandat des députés. C'est clair. Pour quelles raisons ils le font?
y a-t-il véritablement de réelles contraintes qui expliquent cette situation? Probablement. Donc, je le dis, il est possible que ce soit les problèmes sécuritaires, comme vous le dites, allégués, qui pourraient expliquer cela. Mais je considère que c'est une question en ce moment d'appréciation. La situation telle qu'elle est-ce qu'elle justifie véritablement qu'on ne puisse pas organiser les élections dans les délais indiqués? Je crois que cela fera l'objet d'appréciations variables. Voilà ce que je peux dire d'emblée sur cette question. Professeur Olu, vous êtes un homme de droit et vous l'enseignez également à l'Université de Lomé. Alors, que dit réellement ou concrètement la Constitution togolaise, notamment son article 52 à son deuxième alinéa? Est-ce une disposition univoque ou équivoque? Y a-t-il matière à interprétation? Non, je crois que le texte est clair à mon avis. Quand on dit que les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés, cela signifie normalement qu'on ne devrait pas organiser les élections avant ce délai, c'est-à-dire avant les 30 jours, et effectivement, on ne devrait pas non plus l'organiser après ce délai. Donc, l'organisation des élections est enfermée dans un délai précis, qui est donc 30 jours avant l'expiration, donc 30 jours jusqu'à la date de l'expiration. Donc, en réalité, on pourrait dire clairement que cela a été, le texte dit clairement, donne un intervalle de 30 jours pour l'organisation des élections. Pas avant les 30 jours et en principe, pas après l'expiration des élections également. Bon, cependant, et ce n'est plus l'article, et ce n'est plus l'alinéa 2, lorsque nous descendons, un autre alinéa donc, ajoute que les députés restent en place, oui c'est ça le dernier alinéa, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. C'est ce que dit le dernier alinéa de l'article 52. Est-ce à dire que cet article autorise l'organisation des élections en dehors du délai constitutionnel indiqué plus haut? En principe, nous pourrions dire non, en principe, dans les conditions, dans les circonstances normales. Mais si nous sommes dans des circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas d'organiser les élections dans les 30 jours, l'intervalle de 30 jours indiqué par la Constitution, et je crois exceptionnellement, donc en ce moment, et pour que nous ne soyons pas dans une situation dans laquelle il n'y aurait plus une assemblée ou bien des députés ayant toujours un mandat, c'est dans ce cadre qu'on pourrait exceptionnellement donc recourir au dernier alinéa donc de l'article 52. Dans les conditions normales, je crois que le délai constitutionnel indiqué est enfermé dans les 30 jours. D'accord. Voilà. Alors, professeur Olu, je pense que vous évoquez là l'alinéa 10 de l'article 52 de la Constitution. Alors, on parle du droit. Hein. Je l'ai dit tantôt, vous êtes professeur de droit à l'Université de Lomé. Alors, dans tout test légal, hein, il faut considérer la lettre et l'esprit. Là, vous le savez. Alors, lors du processus d'élaboration et d'adoption de la disposition en question à travers les documents parlementaires, alors que dit l'esprit de la loi, l'esprit de cette disposition particulièrement, professeur Olu? Oui, tel que je viens de vous le dire, je crois que j'ai pris en compte l'esprit, parce que l'esprit, c'est lorsqu'on serait, si vous voulez, dans des circonstances exceptionnelles. Pourquoi je le dis ainsi? Cet article ne doit pas permettre en réalité de rendre élastique le mandat des députés pour dire que, écoutez, on peut rester en place tant que nous voulons, puisque de toute façon, si les élections ne sont pas organisées, le mandat des députés sortants continue de courir. Et donc, si on banalise le dernier alinéa, de sorte qu'on puisse y recourir à tout moment, eh bien,
la conséquence serait de neutraliser l'alinéa 2 et même l'alinéa 1 qui fixe le mandat des députés. Si on dit le mandat des députés est de 6 ans et que sous prétexte que ces députés restent en fonction jusqu'aux nouvelles des élections, on allonge leur mandat de 6 à 7 à 8 ans. Vous voyez donc que si on banalise le dernier alinéa, on risque même de dénaturer non seulement l'alinéa qui fixe la durée de leur mandat, mais également le deuxième alinéa qui enferme les élections dans un délai de 30 jours. Et donc, il faut comprendre que même si les députés sont censés rester en place et jusqu'à ce que les nouveaux prennent fonction, eh bien, ça ne peut être que dans des circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis donc d'organiser les élections à temps. Et ces circonstances exceptionnelles, est-ce qu'on peut dire que nous sommes aujourd'hui dans de véritables circonstances exceptionnelles? Eh bien, c'est ce que je disais, que là, ce n'est qu'une question d'appréciation et les appréciations peuvent être variables. Tout à fait. Merci. Professeur Aimé Tchabouré-Gogué, vous avez suivi l'homme politique, l'homme de droit, professeur Olou, qui est aussi votre collègue au niveau de l'opposition. Je ne sais pas s'il vous a convaincu par rapport à ce côté juridique du report ou bien du retard de ces élections législatives. Alors, on sait très bien que depuis son arrivée à la présidence en 2005, c'est la toute première fois que Faure Gnassingbé viole l'article 52 de la Constitution togolaise en faisant tenir les élections législatives au-delà du calendrier constitutionnel. Hein. Alors, je rappelle que, outre l'ANC, vos deux partis, justement, l'ADI et le PSR, sont représentés également à la CENI au titre de partis politiques extra-parlementaires. Alors, certains évoquent même le problème de moyens financiers, mais dans le communiqué du gouvernement, le report des élections législatives expliqué par des problèmes sécuritaires au nom du Togo. Alors, quelles sont les raisons, selon vous, de ce retard des élections législatives au Togo, professeur Aimé Tchabouré-Gogué? Merci Amos, merci professeur Olou pour les explications que vous venez de donner. Non, et le professeur Olou a raison que l'article 52 alinéa 2 fixe les délais dans lesquels il faut organiser les élections. Bon, évidemment, on sait qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles. N'oubliez pas qu'en 2018, les élections devraient avoir lieu, je ne me rappelle plus en quel mois, mais ça a été prolongé jusqu'à décembre 2018. Donc là encore, on peut dire qu'on était en dehors, mais cela s'expliquait parce qu'on était en situation de crise, on était en négociation et généralement, quand ça se présente, c'est la classe politique qui décide. Là, le gouvernement attend. Le délai dans lequel il devait organiser les élections, c'était déjà passé parce que si vous tenez en compte la période de la campagne électorale, etc., donc ce délai pouvait passer. Il attend et dit qu'il faut organiser les élections à cette période. Donc ça, ce n'est pas normal. S'il y a eu crise, il faut que ce soit un constat au niveau de la population en général. Je me rappelle, il y a des partis politiques qui ont interpellé le gouvernement, nous également, pour qu'on ait le chronogramme des élections depuis longtemps, sans pas seulement ces derniers mois. Il y a plusieurs mois déjà où les partis politiques ont interpellé le gouvernement de donner le chronogramme. Si avec crise, si on pensait reporter, et le gouvernement devrait réunir la classe politique et dire, et ensemble, on constate la crise. Mais là, d'abord, la crise sécuritaire, on n'en parle pas tellement, on n'a aucune information sur ça, et brusquement... Parlons sans langue de bois. Est-ce qu'il y a crise sécuritaire au Togo, sans langue de bois? Non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans la région, dans la préfecture de Pandial. Il y a des problèmes. Malheureusement, ce n'est pas, les informations ne sont pas données à la population. Ça aussi, c'est un gros problème. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Il y a des déplacés dans la zone. Mais évidemment, il faut avertir, il faut informer les gens. Bon. Donc, on ne dit rien. Tout se passe comme si tout va bien. Et brusquement, on sort. Donc, ça comme argument. Pour vous, le gouvernement n'a pas assez communiqué avec son peuple. Le gouvernement n'a pas du tout communiqué et on ne sait pas si c'est justifié ou pas. Lorsqu'il y a crise,
Il faut que la population soit informée, Tout il à faut fait. que la population s'implique dans le processus de décision, pas de s'implique. Il revient au gouvernement de décider en dernière analyse. Et je ne comprends pas. Et puis ensuite, le gouvernement, ça me surprend, ça montre encore aussi, également un dysfonctionnement de nos institutions. La CENI, quelle est l'indépendance de la CENI par rapport à la fixation des dates d'élection? La CENI devrait, en principe, vous avez très bien dit que le PSR, l'ANC et ADI font partie de la CENI. Mais à aucun moment, on a dit à nos représentants de la CENI qu'à cause de tel problème, on ne peut pas faire les élections à telle date. Et à un moment donné, le président... Donc le gouvernement n'a pas communiqué avec vos leaders politiques aussi, des partis politiques, même de la CENI. C'est la CENI qui doit nous donner le chronogramme, puisqu'elle est indépendante. C'est elle qui doit fixer le chronogramme. Évidemment, tenant compte des délais, des dispositions constitutionnelles. Mais là, ça montre vraiment le niveau d'indépendance de la CENI. Donc, pour nous, c'est sérieux. D'accord. Alors, professeur Olu, vous êtes en même temps, vous êtes ici dans cette émission avec une double casquette. Alors, homme politique et en tant que juriste, vous maîtrisez bien la constitution togolaise. Vous avez expliqué, selon les tests, ce qui peut arriver s'il y a eu retard dans ces élections législatives. Alors là, on l'a constaté, le Togolais lambda aussi l'a constaté, le mandat des députés actuels prendra officiellement fin le 31 décembre 2023, c'est dans quelques jours. Alors vous avez expliqué tout à l'heure ce que dit le texte de la loi en cas de dépassement de délai constitutionnel. Alors, est-ce qu'on, sans langue de bois, y a-t-il un risque de vide constitutionnel? En toute sincérité, en tenant compte de ces textes, on dira que les élections n'ayant pas été organisées dans le délai, eh bien, les députés devraient rester en place. Les députés devraient rester en place, normalement, jusqu'aux nouvelles élections. J'ai évoqué le risque que cela entraîne si on fait un recours abusif à ce texte. Mais il est vrai, le gouvernement, en nous situant sur le terrain politique, aurait dû communiquer davantage, aurait dû associer la classe politique pour qu'on fasse de réelles discussions sur cette question. Donc vous parlez de consensus. Pour vous, il doit y avoir consensus entre vous, politiques, et puis le gouvernement. Vous voyez, cela correspond en quelque sorte à une manière de gouverner. Comment doit-on la gouvernance dans nos pays? Et le pouvoir en place ne doit pas se dire nous sommes pouvoir, nous sommes gouvernement et que nous prenons les décisions et en toute souveraineté. Et je crois que pour un climat politique apaisé, pour éviter des difficultés comme cela semble s'annoncer, il était souhaitable que sur le plan politique, on associe tout le monde, on puisse discuter. C'est une sorte de pédagogie et cela concourt à mieux asseoir la démocratie. Et je crois que l'exigence d'un débat, d'une discussion entre ceux qui sont au pouvoir et l'opposition permet en réalité d'apaiser les situations, de mieux les comprendre, de mieux les partager et que ce ne soit pas éventuellement la loi de la majorité et contre la minorité. Dans une démocratie, à supposer même que l'opposition soit une minorité, c'est une minorité qui doit être respectée. Et je crois qu'on peut dire de ce point de vue que ce respect n'a pas été vraiment constaté. Professeur Olu, certains juristes ou analystes soutiennent que c'est lors de la survenance de deux situations exceptionnelles prévues par la Constitution, l'état de siège et de l'état d'urgence est précisé par une loi organique dans leur opérationnalisation qu'on pourrait, le cas échéant, allonger la durée du mandat législatif. Est-ce que vous êtes du même avis? Si on s'en tient aux dispositions telles qu'elles ont été élues ici, et à mon avis, il n'est pas fait clairement allusion à ces situations. Et donc, cela ne peut être qu'une interprétation plausible, c'est vrai, mais elle n'est pas une interprétation unique possible. Et dans ces conditions, vous voyez que le débat se trouve totalement ouvert.
Non, j'appuie ce que le professeur Oulou vient de dire. D'accord. Disons que les textes ne précisent pas les circonstances, mais quand même pour reporter, comme on l'a dit, hein, il faut que ce soit une situation exceptionnelle. Et ça doit être un constat fait par la classe politique, en tout cas par les Togolais, notamment représentés par la classe politique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand même, ce n'est pas courtois, c'est très discourtois qu'on prenne une décision aussi importante parce qu'on a violé la Constitution. On prend ça à la légère. C'est comme si, bon, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est pas parce que l'alinéa disant que les députés restent en fonction jusqu'à la prise de fonction de leur remplaçant. C'est pas ça qui va faire que, comme a dit le professeur Loulou, qu'ils décident quand ils veulent, pour quelque raison que ce soit, de ne pas respecter l'alinéa 2 de l'article 52 de la Constitution. Et ça, c'est vraiment un non-respect de la population togolaise et notamment de la classe politique togolaise de l'opposition principalement. Professeur Oulou, est-ce que vous comprenez ou bien comment lisez-vous le silence des députés actuels et surtout ceux réclamant de l'opposition parlementaire? Il est difficile d'interpréter. C'est une question difficile que vous posez à vos collègues. Je vous le dis, c'est difficile d'interpréter leur silence. Et je crois que certains ont souhaité même que les élections soient carrément reportées sur 2025. Et je crois l'avoir lu sur les médias. Et bon, chacun en fonction peut-être de ses interprétations ou de certains aspects du pays, et disons des problèmes du pays. J'ai cru entendre certains dire pour des questions peut-être même économiques, on pourrait reporter toutes les élections en 2025. Et c'est vrai, je ne suis pas du tout de cet avis. Je ne suis pas du tout de cet avis, mais peut-être que les députés eux-mêmes seraient mieux placés pour faire valoir leurs arguments, d'autant plus que et parmi ces députés, nous ne comptons pas les membres du PSR. Et donc, difficile à dire. D'accord. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Professeur Aimé Tchabouré Gogué et professeur Oulou. Alors, le 13 octobre 2002, en réaction à une énième modification unilatérale de la Constitution, qui a d'ailleurs introduit le fameux alinéa 10 à l'article 52, nombre de formations politiques de l'opposition, dont l'UFC à l'époque, la CDP-ABT, la CPP, le PDR, la DI, le CA, l'UDS Togo, et la personne de feu Daoukou Péré, réformateur du RPT à l'époque, ont dénoncé un procédé vicieux et malveillant car il enlève tout effet de dissolution de l'article 52. Donc, le contredit, voire lui enlève également tout sens. Ils sont même allés loin à déclarer que cette machination, dans une durée indéterminée au mandat des députés, et qu'il suffirait au gouvernement de s'organiser pour ne pas respecter les échéances électorales. Alors, professeur Oulou, est-ce que nous sommes là en plein dedans? Oui, disons que nous avons évoqué ce risque qu'on puisse utiliser l'article comme bon leur semble. Et aujourd'hui, effectivement, tout au moins, on peut dire que les problèmes sécuritaires dans le nord du pays pourraient leur servir d'argument, Et il est possible également que ce soit un prétexte. Et c'est le risque possible, ou bien le risque qui résulte de la rédaction de cet article. Mais on peut dire quand même que dans le nord du pays, le problème sécuritaire est réel. Mais est-ce que ce problème sécuritaire, vu son ampleur, justifie qu'on ne puisse pas organiser les élections? Et je crois qu'à ce niveau, toutes les positions sont possibles. Est-ce qu'on pouvait organiser les élections en faisant abstraction de cette zone
là également, je crois que des débats sont ouverts. Mais il est vrai que, vu les circonstances, il serait difficile d'organiser la campagne de façon, je vais dire, entièrement libre dans cette zone aujourd'hui. C'est vrai aussi que les informations, depuis un certain temps, ne nous parviennent pas suffisamment sur ce qui se passe dans cette zone. Et si le gouvernement fixe ce délai de plutôt fin du premier trimestre plutôt 2024, et on suppose qu'il prend les dispositions nécessaires pour que la situation qui règne actuelle ou qui prévaut actuellement dans le nord du pays, que cette situation cesse. Et je crois que si c'est le cas et qu'ils parviennent à le faire effectivement, on pourrait considérer que ce report, peut-être qui n'est pas, on peut le considérer abusif, on peut le dire ainsi, puisque finalement, ce ne serait que de quelques mois. Mais le risque que la prorogation sur plusieurs semestres ou peut-être même années n'est pas exclu vu la façon dont ce texte est rédigé. Le risque est réel, mais voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, professeur Aimé Tchabouré-Gogué, il se développe au sein de l'opinion togolaise que l'Assemblée nationale est dans l'illégalité dès lors que son mandat a expiré. La problématique doit par conséquent normalement la problématique doit être gérée de façon politique et inclusive, hein. C'est clair, c'est ce que disent beaucoup de Togolais. Mais ce n'est pas le cas. Alors toutes les forces vives de la nation doivent être convoquées à un grand rendez-vous pour ce faire. Et les gouvernants actuels ne peuvent pas avoir seul la main et cela dépasse leurs prérogatives. C'est ce que pensent également beaucoup de Togolais. Est-ce que vous appelez aussi à des discussions publiques, hein, professeur Aimé Gogué, au consensus, comme le propose certains partis politiques? Non, je l'ai dit dans ma première intervention. Je crois que lorsque le pays, pour pouvoir reporter les élections, pour ne pas respecter les délais constitutionnels, il est important d'expliquer à la population, représentée par la classe politique, ce qui se passe. Donc pour nous, et puis nous ne pensons pas que l'appréciation de la situation, peut-être que nous n'avons pas toutes les informations, mais quand même il est possible que nous puissions aussi aider à bien apprécier la situation et savoir si c'est la situation sécuritaire qui explique le report des élections, le non-respect des délais constitutionnels. Si cette situation sécuritaire va être réglée d'ici fin mars, comme l'a dit le professeur Oulou, il faut qu'on soit au courant. Donc pour nous, notre position est très claire. Il est important que dans des situations analogues, il faut que le gouvernement discute avec la classe politique pour pouvoir bien apprécier la situation et expliquer le report des élections. Donc pour nous, c'est pas normal. Nous espérons que pour la fixation des dates, il faudra que le gouvernement, que la classe politique et la classe politique entière, compris UNIR, se retrouvent pour discuter sincèrement. Bon, quant à la gestion, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre parce que ça veut dire qu'on va reporter ça d'une manière, en tout cas, beaucoup plus longue. Mais il est important que la classe politique soit s'associe pour pouvoir apprécier la situation, déterminer les conditions dans lesquelles les élections seront organisées et voir les délais de l'organisation. D'accord. On va maintenant parler du découpage électoral et même du fichier électoral. Alors, professeur Aimé Tchabouré-Gogué, sur demande du gouvernement, l'OIF dit avoir procédé à l'audit du fichier électoral issu des derniers recensements électoraux. Alors, sans faire cas des dysfonctionnements reconnus par la CENI et le gouvernement, l'OIF a jugé les fichiers fiables pour organiser des élections paisibles et inclusives. Alors, est-ce que vos représentants à la CENI ont-ils reçu le rapport complet de l'audit effectué par l'OIF? À ma connaissance, non. Et je trouve fortement regrettable. Et ce n'est pas parce que même si
Je dis non, ils n'ont pas reçu. Même s'ils le recevaient, en tant que membre de la CENI, il devient entre guillemets neutre. Bon, ce qui est un peu contradictoire, mais bon, ce n'est pas le sujet de notre discussion. Mais les partis politiques devraient être associés à cette opération d'audit. Et je ne pense pas que les partis d'opposition aient été associés à cet exercice. À ma connaissance, en tout cas, mes représentants m'en ont pas parlé. Mes collègues au pays m'en ont pas parlé. Ça, c'est une faute. Et je crois que, en principe, même lorsque l'audit a été effectué, ce rapport devait être automatiquement distribué aux parties prenantes des élections. Pas uniquement aux partis extra-parlementaires membres de la CENI. Même les autres partis politiques qui veulent participer aux élections doivent être destinataires de ce rapport pour l'apprécier. Mais je trouve quand même, j'étais au Togo, j'ai participé au processus et je suis passé dans certaines localités et vraiment ce qui s'est passé, je trouve totalement bizarre que l'OEF puisse avoir donné ses conclusions. Vraiment, il faudra qu'on puisse, bon, nous avons l'intention de demander l'audit, puisque l'OEF dit que c'est un rapport, ils attendent les commentaires. Nous allons voir l'audit et savoir. Vraiment, ça, personnellement, je suis très, très surpris que l'OEF, en plus des critiques que j'ai formulées, de fait de ne pas nous avoir rencontrés, que l'OEF peut donner de la conclusion que le fichier électoral est bon, etc. C'est pas possible. D'accord. Alors, professeur Oulou... Et puis ensuite, ce que je dois ajouter quand même, tout citoyen, la Constitution le prévoit, tout citoyen a le droit de se faire recenser. Tout à fait. Alors, on peut pas décréter à un moment donné que c'est fini, que les gens n'ont qu'à retourner chez eux. Or, on sait que dans la zone 1, il y a des gens qui étaient partis, se sont mis en ligne, en rang pendant des heures pour se faire recenser lorsqu'on a arrêté le processus. Il est possible que certaines personnes dans les zones 3, 2 et 3 aussi aient connu ces difficultés, mais dans la zone 1, c'est très grave ce qui s'est passé. Tout à fait. Alors, professeur Komi Oulou, il y a quelques jours, certains partis politiques de l'opposition ne sont pas d'accord avec ce communiqué de l'OIF, ou bien ce rapport de l'OIF qui dit que le fichier électoral est fiable. Plus tard, l'OIF a encore fait mise au point dans un communiqué en disant qu'il a fait son travail d'une manière, disons, professionnelle et d'une manière impartiale. Alors, quelle est votre réaction là-dessus, puisque le professeur Aimé Gogué a dit tout à l'heure que son parti n'est pas informé. Et à votre niveau, vous êtes aussi à la CENI. Est-ce que vos représentants à la CENI ont-ils reçu le rapport complet de l'audit effectué par l'OIF, professeur Komi Oulou? À ma connaissance aussi, non, ils n'ont pas obtenu ce rapport. Mais il faut dire aussi que les circonstances même de l'audit... Donc finalement toute l'opposition n'est pas associée alors? Bon, à ma connaissance, oui. Et, il faut noter aussi que le membre qui... Le professeur n'a pas été associé. C'est ce qu'on peut dire au moins. Oui, et compte tenu de ce qui se dit, nous pensons que, en tout cas, les partis extra-parlementaires n'ont pas été associés. C'est ce que nous croyons. Même nous deux, nous n'avons pas été associés. Ça, au moins, c'est clair. D'accord. Professeur Oulou, allez-y. Et regardons, nos membres qui sont au sein de la CENI font partie de la CENI. Et cela ne suffit pas pour que les partis politiques ne soient pas associés à l'audit. Regardez, qui sont ceux qui ont procédé au recensement? C'est la CENI qui a fait le recensement et qui donne les termes de référence pour l'audit. C'est la CENI qui donne également les termes de référence. Où se trouve finalement cette contradiction qui pourrait permettre de relever un certain nombre d'insuffisances? Et je crois que dans le cadre même du recensement, le professeur Gogué a eu à le dire déjà, le processus du recensement avait été interrompu alors qu'au sein de la CENI, il y avait encore des débats sur la nécessité de reprendre le recensement dans certaines zones eu égard aux difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Et vous voyez, ça pose vraiment un problème général du fonctionnement de nos institutions. Tout à fait. Je disais récemment qu'il y a la loi, mais il y a également l'éthique dans le fonctionnement des institutions. Et nous avons l'impression qu'il
il y a une sorte de mépris par rapport aux acteurs politiques sur la façon dont les choses se passent. Professeur Olo, Voilà. vous êtes un homme politique. Pourquoi, selon vous, le gouvernement ne rend-il pas public le rapport d'audit pour rassurer les partis politiques et l'opinion publique nationale? J'avoue que je ne sais pas, ou peut-être qu'ils ont quelque chose à se reprocher, ou peut-être qu'ils se disent, mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Et que l'opposition, on peut dire le chien aboie, la caravane passe. C'est possible que ce soit cette posture, mais de toute façon, même s'ils mettaient cela à notre disposition, vu les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, et sans contradiction, et avec les affirmations de l'OIF, c'est contestable. Et moi, je dis qu'il faudrait toujours prendre des précautions en aval, de sorte à éviter des contestations, et plutôt prendre des précautions en amont, de sorte à éviter des contestations en aval. Quand on sait dans quel climat, quand on sait que les élections donnent toujours lieu à des contestations, et on pourrait dire qu'aucune précaution ne serait considérée comme superflue. Est-ce que ce n'est pas, professeur Olo, est-ce que ce n'est pas fait sciemment, puisque le problème de la transparence des élections pose problème au Togo depuis des années? Est-ce que ce n'est pas fait sciemment? Oui, c'est l'hypothèse que j'évoquais en disant aussi que le chien aboie, la caravane passe. Et si telle est leur position, ce n'est pas une bonne chose pour la paix dans notre pays, un climat pacifique, oui, dans notre pays. D'accord. Et vous voyez même que dans le cadre de ces élections, il y a un certain nombre de choses qui avaient été envisagées dans le cadre du cadre de concertation, mais aujourd'hui, visiblement, cette proposition n'a pas été prise en compte et le processus continue. Et il faudra à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on prenne en considération ces garanties ou plutôt ces mesures qui permettront de rendre nos élections plus fiables. Nous en avons besoin pour asseoir une véritable démocratie et pouvoir mieux nous attaquer aux problèmes qui minent nos sociétés. D'accord. On va maintenant parler du découpage électoral. Professeur Aimé Tchabouré Gogué et plusieurs organisations de la société civile et des formations politiques sont montées au créneau pour demander un nouveau découpage électoral au regard des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Alors, êtes-vous d'accord que le découpage électoral actuel ne reflète plus la répartition géographique des populations togolaises, professeur Aimé Tchabouré Gogué? Non, vous savez, même lors des discussions avec le dialogue qu'on avait mené avec la CEDEAO, un des points de revendication de la C14, c'était le problème de découpage électoral. Cela a été toujours une constante dans les protestations de l'opposition. On trouve que certaines zones sont désavantagées. C'est notamment la région maritime, pour ne pas dire le Grand Lomé, et aussi la région des Savanes. Effectivement, on ne peut pas lier directement, d'une manière linéaire, la population au nombre de députés, mais quand même, il y a une forte corrélation. On ne peut pas donner un poids beaucoup plus important à la géographie ou bien au découpage administratif, à la structure administrative, plutôt qu'à l'importance de la population. Donc, si les députés représentent la population, en principe, le critère le plus important, ça devrait être le nombre de la population ou bien le nombre d'habitants ou le nombre d'électeurs qui sont étroitement corrélés. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si la population varie, on ne peut pas garder le même de députés d'une période à l'autre. Même si on suppose que le nombre de députés doit être fixe pour une période donnée, mais le pourcentage, l'importance relative des populations selon les zones va changer dans le temps. Si, selon les contextes économiques, etc., il peut y avoir des placements, une augmentation plus importante dans une zone que dans l'autre. Dans des pays, c'est ce qui se fait.
on change le nombre de députés compte tenu de l'évolution de la population. Donc, chez nous, vraiment, le découpage est très inégal. Le nombre de députés par rapport à la population varie beaucoup d'une zone à l'autre. Et ça ne tient pas très représentatif au niveau démocratique. D'accord. Professeur Aimé Tchabouré-Gougué, avant de relancer professeur Oulou, quand on parle du découpage, il y a certains analystes pensent même ou estiment que avec ce découpage actuel, même l'opposition unie, vous ne gagnerez jamais les élections au Togo. Non, ça, il faut pas exagérer. Qu'est-ce que ça veut dire, on peut pas jamais gagner? Ça veut dire que on pense qu'il y a des zones qui sont plus opposition que unies, ou bien d'autres sont plus unies que, non. Ça, c'est une erreur d'interprétation. C'est vrai que dans tout pays, il y a des zones qui sont plus favorables à un parti politique qu'à un autre. Mais chez nous, nous avons cette conception que le Nord est acquis à unir. Bon, c'est en partie vrai, mais il faut tenir compte de l'importance des fautes. Où est-ce que les fautes sont beaucoup plus fortes, etc. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne peut jamais gagner les élections avec ce découpage électoral. Ce découpage, évidemment, on sait que d'une manière générale, les zones les plus urbanisées sont plus acquises à l'opposition parce que plus informées que les zones moins urbanisées. D'accord. Donc, ce qui fait que, oui, c'est ça. Mais dire qu'on ne peut jamais gagner les élections, ça, je crois que c'est un peu trop fort. Même l'opposition unie, c'est ce que estiment certains analystes togolais. Non, je crois qu'en faisant bien notre travail de terrain, il est possible. Mais c'est les fraudes qui créent des problèmes, c'est pas nécessairement le découpage. D'accord. Mais quel que soit le cas, le découpage devait être revu. D'accord. Professeur Komi Oulou du PSR, quand on parle du découpage électoral au Togo, vous savez, ça cause énormément de problèmes. La dernière fois, les Ivoiriens l'ont dit, le même problème se pose également en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays francophones. C'est comme si, voilà, c'est un schéma vraiment caricaturé pour maintenir la dictature en Afrique francophone surtout. Alors, la CENI, où vos partis politiques sont représentés, a la prérogative de proposer au gouvernement un nouveau découpage électoral. Alors, professeur Oulou, vos partis vont-ils soutenir cette demande d'adaptation ou de correction du découpage électoral? Je crois que le cadre le plus propice même, ce sont les partis politiques et les cadres de concertation. Au niveau de la CENI, et les choses sont telles que même l'opposition est minoritaire au sein de la CENI. C'est une constance. Donc, on ne peut pas véritablement compter sur ça pour dire que des propositions pourront être faites. Mais à supposer même qu'elles soient faites, et la décision reviendra au gouvernement. Mais c'est une question également, à ce niveau, je dirais, d'éthique et de tout faire pour faire évoluer ce découpage qui a été toujours contesté, qui est contesté et qu'on va toujours contester. Et c'est vrai, c'est un problème qui se pose en Afrique, mais qui pourrait se poser également ailleurs, ou qui, dans l'histoire ou dans les histoires politiques, ça a pu se poser ailleurs. Mais c'est lorsque la question est d'ampleur, véritablement, et d'une très grande ampleur, que ça devient vraiment gênant. Et on peut considérer au Togo que la question est véritablement d'ampleur, parce qu'il est probable que dans certaines zones, dans l'hypothèse des proportions, que des députés puissent être élus avec une voix, alors que d'autres députés seraient élus avec 2 ou 3 voix, tous siégeant à l'Assemblée et ayant le même droit de vote. Et c'est déséquilibré. Nous ne pourrons pas dire, le professeur Gougué l'a dit déjà, on ne peut pas nécessairement exiger que un Togolais, ou bien qu'il y ait une répartition strictement proportionnelle aux populations dans les différentes zones, mais la pondération entre les critères géographiques et les critères de densité humaine doit être faite de manière juste, de manière équitable. Mais lorsque finalement on prend en compte ce découpage simplement administratif et que c'est beaucoup plus, ce critère devient déterminant par rapport à la densité de la population, il y a vraiment un problème. On peut dire en ce moment que il y a une manipulation du découpage électoral pour obtenir des majorités de façon beaucoup plus facile. Mais pour revenir à la question qui avait été posée également,
Et est-ce que l'opposition, dans ces conditions, pourrait un jour gagner les élections? Moi, je dis que si les élections sont transparentes, surtout avec ce découpage électoral. Oui, je dis oui, c'est vrai que le découpage actuellement nous est défavorable, mais ce n'est pas simplement le découpage. Les armes ne sont pas égales également parce que il faut une transparence des élections, mais il faut une égalité aussi des armes dans la campagne. Effectivement, dans la campagne. Et vous constatez bien souvent que dans le cadre de ces campagnes, les partis politiques de l'opposition ont souvent très peu de moyens et comparé à ceux qui sont au pouvoir. Et donc, quand on compare, on tient compte plutôt du découpage, on tient compte des moyens qui sont également disproportionnés et on prend en compte le manque de transparence dans certaines zones. Surtout ça, le manque de transparence dans certaines zones, il devient difficile à l'opposition de gagner. Mais ce n'est pas simplement sur le fondement du découpage, mais aussi surtout le fait que certaines élections ne sont pas, il y a des zones dans lesquelles les élections ne sont pas très transparentes, mais il faut ajouter les moyens qui ne sont pas non plus équitables. Alors, on va conclure cette émission sur Radio Canal K, sur Radio à vous l'été. Alors, on voit que vous deux, en tant que responsables de partis politiques, voilà, vous demandez surtout d'abord à l'OIF, au gouvernement de revoir le fichier électoral et la question du découpage électoral. Alors la question se pose, est-ce que vous appelez à une synergie d'action, puisque au PRCL seul, l'ADI seul, l'ANC seul, d'autres regroupements seuls ne peuvent pas le faire, et les Togolais veulent une union de l'opposition. Voilà, si, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, le Togolais lambda pense que aller à une synergie d'action vous donnera beaucoup plus de force à l'opposition, un rapport de force dans ses revendications vis-à-vis de l'IF et du gouvernement. Professeur Goguet, que direz-vous pour conclure ce débat? Non, je crois qu'effectivement, ça fait depuis longtemps que c'est une constante au niveau de la classe, de la politique togolaise, où on demande à l'opposition de faire des actions communes, etc. Bon, nous sommes en concertation sur ces points dont vous voulez parler. Mais quand même, je dois rappeler quelque chose. Vous voyez, il faut les conditions électorales, c'est-à-dire le fichier électoral, le découpage, ce n'est pas une question qui intéresse exclusivement les partis politiques. C'est un problème qui doit préoccuper tous les citoyens togolais. Donc, il ne faut pas décharger ça sur exclusivement les partis politiques. La société civile, tout citoyen devrait être préoccupé par le fait que le fichier n'est pas bon, que le découpage n'est pas équitable, et que les élections ne sont pas transparentes. Tout citoyen doit se préoccuper de ça. Les organisations de société civile doivent être même les premiers à travailler sur ça. Bon, les partis politiques ne vont pas ne vont pas s'en occuper. Mais les premiers intéressés, c'est les citoyens togolais. Ce sont les citoyens togolais. Bon, ceci dit, effectivement, je crois qu'au niveau de l'état-major de Adi, nous réfléchissons sur comment aborder les collègues. Et je sais aussi que les autres collègues réfléchissent à ça. Je pense qu'on a plus de temps. On a que 2 mois pour préparer ces élections législatives. On a juste quelques mois pour préparer. Bon, on ne sait pas encore s'ils vont faire ça fin mars. Mais en tout cas, supposons qu'ils vont faire ça fin mars. On a 2-3 mois pour préparer. Mais quand même, nous sommes en réflexion. Peut-être qu'on aura des actions communes à mener. D'accord. Vous avez un message particulier puisque ça langue de bois depuis 3 ans. Quand on parle d'élections au Togolais lambda, on n'y croit plus. On sait que les élections pratiquement au Togo sont gagnées d'avance. Donc, on n'y croit plus aux élections. Donc, c'est pour ça que vous interpellez également la société civile. Est-ce que vous avez un message concret, professeur Megogé? 30 secondes. Non, c'est vrai, les Togolais sont très découragés depuis l'expérience de 2018 et puis 2020. Mais je crois que nous sommes dans un processus et moi, je continuerai à inviter les populations togolaises à participer aux élections, à s'impliquer parce que les élections, ce n'est pas exclusivement une histoire de partis politiques. Si les gens participent activement aux élections, à la campagne et au processus électoral,
je crois qu'on peut forcer la main aussi pour rendre les élections un peu plus transparentes. Je crois que la participation de la population, moi je les invite à s'impliquer ardemment dans ce processus et à ne pas abandonner ça exclusivement aux partis politiques. Merci Donc, beaucoup. moi, j'invite tout le monde. Merci beaucoup, professeur Rémy Gogué. Vous êtes président de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Canada. Alors, depuis Lomé, professeur Olou, que direz-vous également pour conclure ce débat? Retard dans l'organisation des élections législatives au Togo, quelles en sont les causes et conséquences? Nous en avons longuement parlé tout au long de cette émission, de ce débat citoyen. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat? On n'y croit plus aux élections, avec ce découpage électoral, fichier électoral non fiable, mais selon l'UIF, ce fichier est très correct. Vous l'avez aussi dénoncé tout à l'heure, mais quel est votre message à l'endroit du peuple togolais, des acteurs politiques également, surtout de l'opposition? Non, c'est que la lutte doit pouvoir continuer. Et si nous tournons le dos aux élections, nous n'avons pas d'autre solution. Et nous devons mieux nous organiser, nous impliquer. Et parce que si nous désertons ou si nos électeurs se découragent, eh bien, les électeurs du pouvoir, eux, ils iront voter. Et maintenant, ils vont gagner peut-être, et ils vont véritablement gagner, puisqu'il y aurait eu abstention de la part des militants de l'opposition. Et donc, une raison pour laquelle nous devons toujours nous mobiliser, essayer autant que faire se peut de réduire donc les fraudes et de pouvoir résister. Et c'est un devoir, malgré les difficultés, et c'est un devoir pour que nous ne laissons pas la place au pouvoir qui continue de nous écraser davantage. Il faut qu'on puisse évoluer et je crois que c'est de l'intérêt du pays, de l'intérêt même des militants du parti au pouvoir et même du parti au pouvoir même que nous puissions ensemble évoluer vers une véritable démocratie. Et c'est un devoir pour chacun d'entre nous. Voilà. C'est un devoir pour chacun d'entre nous. Infiniment. Merci également à vous, professeur Komi Olou. Merci infiniment de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous enseignez le droit, vous êtes secrétaire national du PSR, Pacte socialiste pour le renouveau. Merci également à vous qui nous avez suivis sur Radio Canal K et sur Radio à volonté. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restons en toute résistance sur Radio Canal K, sur Radio à volonté. Bonsoir et bon week-end. Elolé.